Hitler décide d'accélérer la construction du mur de l'Atlantique. Hitler espérait infliger une défaite aux Alliés à l'ouest afin de ramener ensuite les troupes disponibles sur le front de l'Est. Il était convaincu que les Alliés ne tenteraient pas un nouveau débarquement avant plusieurs années et qu'il aurait alors le temps de mettre définitivement la Russie à genoux. Il voulait bien évidemment éviter de se battre sur deux fronts à la fois. Je ne ferme plus l'œil de la nuit à la seule idée que les Américains et les Anglais pourraient attaquer avant que nous n'ayons remporté la guerre de Russie et d'Afrique. Adolf Hitler. Les soldats étant trop peu nombreux, les Allemands sont contraints d'augmenter le nombre de dispositifs de défense. Hitler comprend le danger que représente la côte atlantique. Si les Alliés parviennent à s'emparer des plages, ils pourront rapidement traverser la France pour envahir l'Allemagne. La plus grande partie de l'artillerie sur la côte n'est pas protégée contre les attaques aériennes. Hitler exige qu'hommes et matériels soient le plus rapidement possible enfouis sous du béton. L'organisation TOT consomme alors chaque mois près de 500 000 mètres cubes de béton. Hitler exige aussi qu'on fortifie la plupart des îles anglo-normandes, une décision absurde d'un point de vue militaire. Les îles de Guernesey, Jersey et Alderney sont particulièrement visées par Hitler. Elles sont bien mieux fortifiées que les sites sur la côte atlantique, un peu trop même. C'était une décision destinée à la propagande. Les Allemands pouvaient ainsi prétendre qu'ils occupaient déjà le territoire britannique, puisque les trois îles en question étaient britanniques. La propagande ne cessait de répéter que de plus grandes îles, par lesquelles on entendait bien sûr la Grande-Bretagne, seraient bientôt envahies. Mais la fortification de ces petites îles n'a jamais conféré un quelconque avantage militaire à l'Allemagne. Une nouvelle erreur après celle de la Norvège. Deux erreurs qui font d'ailleurs suite à des décisions personnelles d'Hitler contre l'avis des responsables militaires. Les îles anglo-normandes représentent le maillon le moins important de tout le réseau de bunkers. Hitler y stationne pourtant 2 divisions. Pour les ouvriers, la construction du mur est particulièrement pénible. La ville française d'Eperlek abrite à l'époque les bunkers offensifs et les rampes de lancement des fusées V1. Luc Van de Velde, travailleur forcé, a gardé de très mauvais souvenirs des Allemands et surtout des collaborateurs français comme ceux de la milice de Pétain. Le samedi, par exemple, ce n'est pas la Wehrmacht, mais la milice de Pétain qui était chargée de la surveillance du camp. Ils étaient tous de noir vêtus, coiffés d'un béret également noir et portaient un fusil. Le camp était équipé d'une toilette constituée d'un grand trou au-dessus duquel il y avait 2 poutres. On posait les pieds sur une des poutres, on baissait son pantalon et on s'appuyait sur la 2e poutre avant de faire ses besoins. Eh bien, ces salauds de miliciens français surgissaient en disant « haut les mains ». Du coup, on levait les mains et ils nous poussaient en arrière dans un mètre de merde grouillant de verre. Quand on sortait de là, on pouvait se rincer à un petit robinet extérieur. Mais on faisait souvent la queue derrière 20 autres détenus ayant subi la même chose. Aux Pays-Bas, la situation se dégrade dramatiquement. Jacob Schinkel et ses camarades comprennent que leur travail pourrait grandement favoriser l'occupation allemande. Lorsque les premiers bunkers ont été achevés, qu'ils ont fait dresser ces tétraèdres et ont créé de nombreux champs de mines, on a commencé à se demander si les Allemands allaient jamais repartir. Ils ne cessaient de bétonner à tout va. Nous avons eu peur que notre travail finisse par nous coûter notre liberté. Nous nous sommes donc alliés aux autres Néerlandais qui travaillaient sur place ou ailleurs, et nous avons commencé à saboter le travail. À Saint-Malo, Lucien Terrier et ses amis sabotent également les ouvrages. Et faire en sorte que
qu'il manque pendant un certain temps du sable ou alors que du gravier, de façon à ce que le mélange ne soit pas fait comme il fallait. Et après, ça faisait une mauvaise qualité du béton. Pour nous, c'est intéressant de faire ça, parce qu'on leur a fait une vacherie. Certains sabotaient le coffrage. Ainsi, lorsque le béton était coulé, eh bien, le coffrage sautait. Les surveillants allemands gueulaient en lançant les jurons allemands typiques. Ils nous frappaient même parfois. On prenait une petite branche et on tapotait un quart d'heure sur notre main. On ne frappait pas trop fort, juste des petits coups durant un quart d'heure et on se retrouvait avec une main comme ça. On nous donnait une semaine de congé et on faisait souvent ça. La deuxième forme de sabotage, c'était de faire dérailler les wagonnets afin qu'ils n'atteignent pas la bétonneuse. Ou bien on jetait des bouts de ferraille dans la bétonneuse et ça bloquait le mélange. Voilà le genre de choses qu'on faisait. La vie des soldats allemands est plus enviable sur le mur de l'Atlantique que dans les autres parties de l'Europe occupée. Il est moins dangereux d'attendre une invasion que de se battre sur le front de l'Est ou en Afrique. On entretenait sa condition physique. On se levait tôt le matin, puis après quelques cours, on sortait avec des pioches et des pelles afin de creuser des tranchées de liaison. On préparait aussi des provisions au cas où nous aurions été bloqués à l'intérieur. Il y avait toujours quelque chose à faire. Vous aviez des moments de détente? Oui, un vendredi sur deux, on nous conduisait à Brest pour assister à un spectacle. Mais tous les soirs, il y avait l'appel et il fallait être là à l'heure. Mais cette vie n'enchante pas tous les Allemands. Hans Mayer et ses camarades, fusiliers marins stationnés à Saint-Nazaire, ont des doutes depuis le début. Le mur n'était rien d'autre qu'une illusion tactique. Il suffisait de réfléchir un peu pour le comprendre, mais on n'avait pas le droit de le dire. Vous aviez peur de le dire? Oui, on peut dire ça comme ça. Mais ce n'était pas que la crainte. Un de mes camarades, qui avait partagé pendant 2 ans le même dortoir que moi, a disparu pendant 6 mois. Il n'avait plus envie de jouer aux soldats et s'était engagé dans la résistance. Mais il a été repris dans les environs de Mesnières et le chef de la flottille a insisté pour qu'il soit fusillé par un peloton de fusiliers marins. Comme j'avais obtenu une distinction au tir et que j'étais bon tireur, on m'a sélectionné pour le peloton d'exécution. Mais j'ai refusé et j'ai écopé de 5 ans d'arrêt. Fritz Stott, le grand architecte du mur, fait de plus en plus de jaloux parmi les hauts dignitaires du régime nazi. Le 8 février 1941, il meurt dans un accident d'avion. Cet incident reste pour moi très mystérieux. On ignore toujours si un ordre a été donné dans les hautes sphères ou bien s'il s'agit vraiment d'un accident. Il entretenait d'excellentes relations avec Hitler. Ce dernier lui faisait entièrement confiance. C'est lui qui a conçu toutes les installations, que ce soit pour l'apport d'énergie, pour l'approvisionnement en eau, absolument tout. Les circonstances de sa mort ne seront jamais élucidées. Bien que l'organisation Todt poursuive son œuvre, Hitler et le mur de l'Atlantique viennent de perdre un de leurs piliers. Der Führer kommt. Les plus hauts dirigeants du régime n'arrivent pas à s'entendre. La propagande décrit le mur de l'Atlantique comme un bastion imprenable. Mais les diverses armes de la Wehrmacht se disputent la responsabilité de sa défense. On pourrait croire qu'une dictature engendre une hiérarchie très stricte. Mais ce ne fut pas du tout le cas du nazisme. Ce fut un vrai conflit de responsabilités. Et Hitler ne donnait jamais une prépondérance définitive à l'un ou à l'autre. Chacun des hauts dignitaires tentait d'acquérir un maximum de responsabilités.
C'étaient tous des sortes de petits Hitler. Chacun d'eux voulait un maximum de marge de manœuvre, tout en limitant les responsabilités des autres. La mésentente entre les dignitaires du régime provoque de violentes disputes sur la manière dont doit être organisée la défense du mur et la définition des responsabilités de chacune des armes sur place. Si dès le début le pouvoir avait été détenu par un seul homme, les choses auraient peut-être évolué plus rapidement. Le haut commandement des Alliés à Londres découvre peu à peu la stratégie de défense de la côte atlantique. Londres reçoit beaucoup d'informations de la résistance. Plusieurs nationalités d'Europe occidentale travaillaient sur nos sites. Il était non difficile de garantir un secret militaire. Des ingénieurs français étaient en poste dans nos bureaux ou dans les entreprises, et les résistants, eux, travaillaient sur les chantiers des bunkers. Stéphane de Waert a œuvré dans la résistance. Il recrutait en secret des informateurs parmi les ouvriers belges affectés sur les bunkers. De Waert risquait le peloton d'exécution. Quand ils rentraient chez eux, je repérais ceux qui travaillaient sur un site particulier et je leur demandais un maximum d'informations, surtout sur la position exacte du site en question, afin de pouvoir la reporter sur une carte. Comment procédiez-vous? Vous leur courriez après? J'allais les voir chez eux, ou bien je les contactais par un intermédiaire qui connaissait la personne et qui testait si on pouvait lui faire confiance. Nous savions très vite de qui nous devions nous méfier et sur qui nous pouvions compter. Un de mes informateurs travaillait dans les bureaux de l'entreprise Bittenbeer. Il m'a fourni la position de tous les bunkers et j'ai reporté toutes les informations sur une carte. Ensuite, j'ai trouvé le moyen de transmettre ces documents aux services secrets qui les ont fait parvenir directement à Londres. Les Alliés décident de tester la vigilance des Allemands. Entre le mois de mars et le mois d'août, ils envoient plusieurs commandos à Saint-Nazaire et à Dieppe. Beaucoup de soldats alliés perdent la vie. Le mur de l'Atlantique tient bon. Les Allemands repoussent sans grande difficulté ces offensives, mais la crainte d'une évasion augmente. Les Allemands sont persuadés que les Alliés vont attaquer les ports. Une erreur de jugement qui se révélera fatale. Les stratèges allemands se concentrent uniquement sur les ports. Ils n'envisagent jamais que les Alliés puissent ériger une tête de pont sur les plages non fortifiées. Une concurrence malsaine se développe entre l'organisation Todt et la Wehrmacht. Mais les différentes composantes de la Wehrmacht se livrent une bataille encore plus farouche. Le maréchal von Rundstedt, commandant du front de l'Ouest, n'arrive pas à résoudre ces conflits. Rundstedt, en tant que commandant du front de l'Ouest, avait un pouvoir direct sur l'armée de terre et son état-major. En revanche, il ne contrôlait pas la Luftwaffe, ni la marine, ni les unités SS, ni le commandement suprême en France. Les pouvoirs étaient tellement éparpillés sur le front de l'Ouest que cela a eu des conséquences néfastes. Les problèmes sont multiples. Que doivent faire les troupes de la côte en cas de débarquement? Doivent-elles d'abord tirer sur les soldats, sur la plage, ou bien doivent-elles se concentrer sur la destruction des navires? Rien de tout cela n'est défini. Le 28 octobre 1943, von Rundstedt écrit un rapport alarmiste et l'envoie au Führer.
Hitler tient compte des réserves émises par von Rundstedt. Le mur de l'Atlantique a de toute urgence besoin d'un nouveau stratège. Le 5 novembre 1943, Erwin Rommel est nommé inspecteur du mur de l'Atlantique. Quelques mois auparavant, Hitler l'a élevé au rang de maréchal. Rommel est une légende vivante. En attendant son arrivée, ses amis et ses ennemis retiennent leur souffle. C'était proprement incroyable. Il n'arrêtait pas de sillonner la côte. Il passait de Dunkerque à Biarritz, puis visitait les bunkers à sous-marins. Il était sans cesse en tournée d'inspection et prenait des dispositions. Il abattait un travail énorme. Rommel est très déçu en découvrant le mur de l'Atlantique. L'amiral Friedrich Krug, conseiller de Rommel, écrit dans un rapport: « Des bunkers murés à Fécamp et d'autres abandonnés à Dieppe témoignent des nombreuses hésitations lors du choix de la meilleure tactique de défense du mur. Au sud de l'embouchure de la Somme, nous en avons même découvert qui avaient été dynamités. » Inlassablement, Rommel sillonne le mur du nord au sud, à la recherche des moindres points faibles. Le père de John Borgmans reçoit lui aussi une visite d'inspection de Rommel à Katwijk. Apparemment, Rommel n'était pas du tout satisfait. Mon père racontait notamment le cas d'une tranchée très particulière destinée à immobiliser les chars ennemis. On organisa même une démonstration pour l'officier allemand. Le char s'enfonça dans la tranchée, mais put en sortir sans problème, ce qui ne plut pas du tout à Rommel. Il voulait améliorer le système et c'est ce qu'il a fait. Rommel décide de truffer les plages d'obstacles afin de détruire ou de bloquer les péniches de débarquement. Les obstacles sont invisibles à marée haute. Si les péniches de débarquement approchent à marée haute, elles sont arrêtées par un dispositif appelé barrière de Cointet. Ensuite viennent une rangée de poteaux coiffés d'une mine. Et pour finir, des obstacles en acier destinés à éventrer le fond des péniches. Les soldats qui passent à travers les mailles sont accueillis par le feu nourri des bunkers. Mais le plan est difficile à mettre en œuvre. Rommel est en contact direct avec Hitler, mais le pouvoir réel du front de l'Ouest est détenu par von Rundstedt. De plus, ce dernier doit toujours obtenir l'accord de la marine et de la Luftwaffe. Chacun des officiers ayant son propre avis, la situation est inextricable. Erwin Rommel est très proche de sa femme et de son fils. Lorsque le maréchal rentre chez lui, il leur parle de sa stratégie. Ainsi, Manfred Rommel apprend de son père que le mur de l'Atlantique ne peut tenir que si les Alliés sont repoussés lors du débarquement même. Mais les bunkers n'y suffiraient pas. Rommel veut des chars. Mon père prévoyait un judicieux déploiement d'unités blindées juste en arrière de la côte, afin qu'ils puissent intervenir très rapidement. Il disait que la phase la plus critique d'un débarquement, c'était les premiers jours. Un conflit éclate entre Rommel et Geyer von Schwippenburg, le commandant des divisions blindées. Ce dernier refuse de bloquer ses chars sur la côte et opte pour une position plus reculée à l'intérieur des terres afin de pouvoir lancer une attaque contre l'ennemi. Hitler ne cessait de louvoyer. Il avantageait une fois l'un, une fois l'autre, puis il s'arrangeait pour trouver une solution médiane qui satisfaisait chaque partie. C'était absolument typique d'Hitler. Et pour les chars, ce fut de même. Sur les 10 divisions blindées, 4 se trouvaient sous le commandement de la Wehrmacht, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas sous les ordres du commandant en chef du front de l'Ouest. 3 autres divisions se trouvaient sous le commandement de Rommel au sein du groupe d'armée B. Et les 3 dernières divisions se trouvaient de toute façon dans le sud de la France. Résultat de cette décision, von Rundstedt, commandant suprême du front de l'Ouest, n'avait aucune influence directe sur les divisions blindées, lesquelles étaient la force de frappe essentielle du front de l'Ouest. Mon père a toujours dit, c'est le dernier qui sort du bureau d'Hitler qui a raison.
Sur la côte, la course contre la montre se poursuit. L'organisation TOT tente de construire le plus de bunkers possible, mais les matériaux manquent de plus en plus. Le vol devient un sport sur les chantiers. Je rentrais tous les jours chez moi, les poches pleines de clous. Je ne pouvais pas prendre les sacs, alors je les mettais dans mes poches. À côté de chez nous vivait un paysan qui venait de recevoir l'autorisation de bâtir une grange. Il devait se débrouiller pour trouver le matériel. L'entrepreneur avait bien des briques et des planches, mais il ne disposait pas de clous ni de ciment. Eh bien, c'est moi qui ai fourni tous les clous. La grange a été construite en 1943 et elle existe toujours. Un soir, alors que j'apportais les clous, le paysan m'a demandé de rester pour lui prêter main forte. Un certain Castel van Souburg, qui travaillait comme chauffeur à la Wehrmacht, est arrivé avec une voiture pleine de ciment volé à la Wehrmacht. On se faisait plein de sous avec les matériaux volés. Le plus grand danger vient d'en haut. Les Alliés dominent les airs. Ils bombardent sans interruption les routes et les lignes de chemin de fer principales afin d'empêcher l'approvisionnement. Matériaux et combustibles commencent à manquer de manière dramatique. Le bombardement des nœuds ferroviaires principaux, des ponts et d'autres voies de communication nous posait de très graves problèmes. Nous avions beaucoup de mal à acheminer les matériaux sur place. Les matériaux arrivaient toujours en retard. Alors nous devions arrêter le travail. Mais lorsqu'ils arrivaient, on nous faisait travailler toute la nuit. Souvent, quand il manquait du sable et qu'il n'y avait plus que du gravier, dès que les responsables des bétonnières et les surveillants allemands tournaient le dos, on ajoutait du sable et des dunes